Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Un molotov, un pavé, un drapeau noir. Le bleu du ciel et des amphis sur le trottoir. L'Élysée qui s'écroule et lui c'est son soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Salut les individus, bienvenue sur Anartum, la chaîne sans CO2 ni mètre, c'est ça, voilà. Bienvenue à mon invité, donc membre du collectif Stoff. Bonjour, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Voilà. Donc on va parler d'un article qui s'appelle Plus blanc que blanc, révolte et antisémitisme. Donc un article de la revue Stoff. C'est une revue, tu la présenteras peut-être rapidement. Et une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'une personne concernée qui va parler. Je sais que c'est quelque chose que je critique beaucoup sur les autres chaînes, mais voilà, pour une fois, j'ai pas respecté un de mes principes de base. Désolé, c'est parce que en fait, les juifs et juives révolutionnaires avaient déjà fait une émission chez une chaîne beaucoup plus connue qui s'appelle l'Anti-Stream, et du coup, je me suis dit que ça servait à rien de les réinviter derrière. Voilà. Donc, si tu peux te présenter rapidement la revue Stoff, vas-y. Alors donc, alors déjà, il faut que je précise que je suis pas un membre cofondateur entre guillemets de la revue Stoff, donc j'ai pas participé, je fais pas partie, disons, des camarades qui dès 2017 ont fait le projet de à la fois de cette revue, enfin de son premier numéro et de l'article. Et moi, je suis intervenu sur cet article uniquement en tant que compagnon de route, un peu de manière extérieure, début 2020, avant qu'il soit envoyé à l'impression. Et puis ensuite, je suis rentré, à mon tour dans le collectif, récemment. Mais voilà, simplement pour préciser que du coup, c'est enfin, du coup, j'ai une place un peu particulière par rapport à ce premier numéro de la revue, Stoff et par rapport à cet article en particulier. Mais du coup, bon, pour présenter rapidement le projet de la revue, je pense qu'on peut dire que ce qui nous anime toutes et tous, c'est le fait de vouloir faire des enquêtes sur des sujets précis qui nous préoccupent pour des raisons diverses et variées, mais notamment pour des raisons politiques plus que théoriques. C'est pour ça que bon là, cet article il porte notamment sur la question de l'antisémitisme en France aujourd'hui. Euh, Même si effectivement c'est un article qui a une dimension théorique indéniable, où on essaie de se confronter par rapport aux différentes, disons, théories qui essayent de comprendre l'antisémitisme, pourquoi est-ce que les gens adhèrent à l'antisémitisme hier et aujourd'hui. C'est quand même avant tout une enquête qui est préoccupée par la question de l'antisémitisme aujourd'hui en France et la manière dont c'est traité et en partie maltraité dans la gauche et dans l'extrême gauche française. Donc, on va dire plus généralement, le projet de Stoff, voilà, c'est de réaliser des enquêtes, on va dire, à la fois théoriques et en même temps un petit peu plus pratiques, sur voilà, des sujets qui nous semblent importants de traiter politiquement, et en essayant, et ça je pense que c'est une autre singularité que je trouve important à souligner, c'est en essayant de ne pas plaquer sur ces sujets de société, que ce soit l'antisémitisme, la techno de Détroit, le populisme, qui sont voilà, les objets du premier numéro, et en essayant de ne pas plaquer un schéma préconçu, que ce soit un schéma marxiste où on expliquerait l'antisémitisme par uniquement les rapports de classe, la dynamique du capitalisme ou disons, la critique de l'économie politique de Marx, l'opposition entre valeurs d'échange et valeurs d'usage. On essaye justement de ne pas tomber dans ce travers-là qui est malheureusement souvent le cas dans l'ultra-gauche et dans l'extrême gauche, c'est-à-dire de plaquer sur un sujet une grille de lecture unilatérale et monocausale, alors qu'on pense que pour comprendre l'antisémitisme en France aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire c'est ceci ou c'est cela. Alors d'accord, effectivement. On avait dit excusez-moi, c'est la fatigue. On avait dit dans la préparation de l'émission qu'on voulait faire une première partie sur, en gros, la place de l'antisémitisme dans le fascisme. Faire une sorte de... En gros, résumer un peu ce que dit l'article. Voir quelle critique toi tu peux faire de l'article, parce que tu m'as dit, il me semble que t'es pas d'accord à 100%, puisque tu viens de le dire à l'instant, tu l'as pas... T'es pas membre cofondateur et t'es plus ou moins un compagnon de route. Et en deuxième partie, faire une réponse à l'antiracisme systémique et essayer de parler un peu d'actualité
Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de chercher parce que j'étais au boulot et ça me prenait trop de temps. Mais on en reparlera un petit peu, notamment avec les élections qui arrivent et des candidats et candidates très très à droite. Donc, commencer par quelles sont les grandes lignes de l'article. Est-ce que tu peux résumer rapidement? Alors, du coup, avant de faire ça, je tiens à préciser que même si je n'ai pas coécrit cet article, une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans le collectif Stoff, c'est aussi parce que j'adhère, disons, à 99,99% et globalement à l'essentiel, à part des points de détail, à ce qui est dit dans l'article. Donc, je je me distancie pas de cet article. C'est pour ça que les membres d'ailleurs du collectif m'ont mandaté pour faire cette interview parce que j'y adhère et parce que, ayant participé même en tant que membre externe, disons, à sa relecture finale, disons que c'est aussi un petit peu mon texte, même si c'est avant tout, tous les textes de Stoff sont avant tout des textes collectifs. Donc une fois que j'ai précisé ça, il faut dire que par rapport à la thématique du coup que tu proposes, la question du fascisme, il faut dire que c'est pas forcément, disons, au cœur de l'article, la question du fascisme. Pour des raisons diverses et variées. Bon, bah déjà parce que je pense que la motivation initiale de l'article, c'est quand même avant tout de répondre aux différentes conceptions qu'on se fait de l'antisémitisme aujourd'hui en France dans l'extrême gauche, que ce soit du côté des milieux dits décoloniaux comme le Parti des indigènes de la République, même si aujourd'hui il n'existe plus, ou que ce soit voilà, du côté de d'autres tendances de l'extrême gauche et même de la gauche plus généralement, la France insoumise, etc. Euh, Après, du coup, on peut quand même dire que là, s'il y a un lien avec, on va dire globalement, la question du fascisme, même si elle n'est pas du tout vraiment au cœur de l'article, c'est quand même l'idée que dans le fascisme, en tout cas moi tel que je peux le concevoir, le fascisme n'est pas un mouvement qui serait essentiellement et uniquement conservateur. C'est un mouvement qui comporte une dimension de révolte. Alors certains historiens disent de révolte dans l'ordre, euh, par certains aspects révolutionnaires avec beaucoup de guillemets. Disons, c'est un mouvement qui conteste l'ordre établi, même s'il ne conteste pas fondamentalement les structures du capitalisme. Et effectivement, une des manières dont, disons, la théorie fasciste va contester la société existante, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est en contestant uniquement les élites qui seraient corrompues et maléfiques et plus ou moins complotrices, et qui, disons, orchestreraient des guerres, des crises financières, etc., pour maintenir le peuple sous sa domination. Je fais ça très schématiquement, puis qui peuvent aussi organiser le grand emplacement, etc. Et on voit que dans toutes ces théories fascistes, quand même, la personnalisation des dominants, enfin la personnalisation de la domination, plus exactement, les dominants par excellence, on va dire, et personnalisation aussi dans le sens où, disons, des personnes qui incarneraient des processus structurels, comme la dynamique du capitalisme, par exemple, eh bien, souvent, c'est les juifs qui sont identifiés comme étant derrière ces grands complots. Que ce soit celui du grand remplacement, que ce soit les crises financières, que ce soit le coronavirus aussi, pour parler de l'actualité. Et donc, effectivement, tendanciellement, on va dire que le fascisme, qui veut instaurer d'une certaine manière une nouvelle élite à la place de l'élite corrompue, mondialiste, etc., actuellement au pouvoir, souvent va identifier cette élite aux juifs. Et donc il y a un certain nombre de théories fascistes, évidemment, qui ont eu vraiment au centre vraiment de leur théorie, de leur explication du monde et de leur explication de la domination et de ce qui va mal dans le monde, qui ont mis les juifs vraiment au cœur de ça. Donc évidemment le nazisme est pour une grande partie antisémite, non pas seulement au sens d'une détestation des juifs, mais parce que ce serait finalement finalement ce seraient les juifs qui feraient l'histoire, qui seraient la cause des guerres, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui serait la cause de la défaite de l'Allemagne en 1918,
qui serait la cause de la crise de 1929, etc., etc., etc. Donc, c'est aussi le cas de la théorie fasciste de Alain Soral aujourd'hui, qui fait aussi finalement de la domination oligarchique, etc. En fait, c'est-à-dire celle des Juifs, si on lit bien son texte, qui fait bien donc des Juifs, disons, les dominants, ceux qui tirent les ficelles, en fait. Et c'est là où effectivement une partie du texte, voilà, traite indirectement, disons, de la question du fascisme, du fait que la théorie fasciste, souvent, mais pas tout le temps, euh, disons, personnalise la domination, les crises, tout ce qui va mal dans le monde, hein, c'est-à-dire y compris les révolutions bolcheviques, hein, pas, que, pas que la finance, hein, mais aussi, disons, l'extrême gauche, etc., va personnaliser toutes ces menaces sur la nation, la race, la communauté, etc., va la personnaliser dans la figure du juif, des juifs, même s'il faut quand même préciser, même si ce n'est pas du tout l'objet de l'article, qu'il y a certaines théories fascistes qui, disons, où la figure, disons, des juifs et où l'antisémitisme est moins central dans leur idéologie. Par exemple, c'est le cas du fascisme italien, qui jusque 1938 n'a pas vraiment, disons, utilisé l'antisémitisme, enfin, n'a pas utilisé tellement l'antisémitisme comme un thème de propagande d'une part, et qui n'a pas fait vraiment de cette sorte d'explication du monde, parce que l'antisémitisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simplement une sorte de racisme individuel contre des individus, c'est pas même pas seulement une forme de racialisation plus structurelle dans la société, c'est-à-dire où on va dire que telle population voilà, aurait tel caractère, etc. C'est aussi une théorie d'explication du monde. Et c'est vrai que souvent, dans une partie des théories fascistes, c'est vraiment la conspiration juive mondiale, qui est au cœur de leur explication de comment est-ce que le monde fonctionne. Allô? Ah oui, d'accord. Mon micro était coupé. Il y a déjà une réaction. Une réaction, c'est pas très important, mais quelqu'un qui a dit: Ah, ça existe plus le PR, je crois qu'il y avait toujours une existence. Apparemment, tu as dit que ça existait plus. Euh, Petite Non, le précision. pire, Hmm. non, bon, alors évidemment, c'est pas le sujet de l'émission, mais non, Oui. le pire est enfin, le pire a été mis, disons, en sommeil d'une certaine manière, il y a quelques années, par Ouria Boutelja et quelques-unes des personnalités les plus importantes du pire. D'accord, ça marche. Donc, tu as fait une très bonne synthèse sur la place de l'antisémitisme dans le fascisme. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut tout simplement passer au sujet de l'émission de base, c'est-à-dire l'article en lui-même? Il dit plein de trucs, j'ai essayé de prendre des notes, mais j'arrive pas à synthétiser tout. Donc, est-ce que toi, tu peux le faire mieux que moi? Alors, bon, disons qu'il y a plusieurs choses dans l'article. Peut-être que ce qu'il faudrait commencer, c'est par dire que la question de l'antisémitisme nous semble une question qui est importante aujourd'hui. D'une part, par, disons, l'augmentation significative des actes, des violences antisémites depuis, en gros, le début des années 2000. Bon, après, ça fluctue globalement depuis les années 2000, mais globalement, voilà, on peut le voir avec des affaires de viol antisémites, des meurtres comme celui d'Ilan Halimi, des attentats antisémites comme ceux de Mohamed Merah en 2016 contre des enfants d'une école juive, et puis évidemment celui de l'Hypercacher en 2015. Bon, il y aurait d'autres voilà, meurtres antisémites ou actes antisémites plus généralement, celui de Sarah Halimi par exemple. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même une multiplication voilà, des actes antisémites. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, la gauche et l'extrême gauche ne prend pas cette question au sérieux. Alors, pour différentes raisons stratégiques, voilà, et différentes raisons tout court d'ailleurs, sur lesquelles on ne va pas forcément rentrer, hein, elle est différente du côté de la France insoumise, qui clame n'être pas être vraiment actif dans la lutte contre l'antisémitisme, mais dont, par exemple, le site Golema, qui est un très bon site dont je recommande la lecture sur le sujet, et là qui est pour le coup fait principalement par des concernés. Voilà, il y a un récent article
qui épingle, voilà, notamment Jean-Luc Mélenchon, hein, pour certains discours à tonalité antisémite. Et puis après, on peut penser aussi, voilà, effectivement, au pire, alors bon, qui a été beaucoup critiqué comme principalement, l'antisémitisme viendrait principalement d'eux, à gauche, à l'extrême gauche. Je pense que l'article, disons, essaye de pointer un problème plus large dans la gauche et dans l'extrême gauche. Et globalement, on peut dire que ce problème, il vient avant tout du fait que l'antisémitisme est considéré avant tout comme une instrumentalisation de la part de l'État et de la part de la droite conservatrice pour accuser les racisés, heu, c'est-à-dire principalement en gros les Arabes et les Noirs en France, d'être finalement la matrice d'un nouvel antisémitisme. Donc finalement, ce serait eux qui seraient les racistes, les intolérants, les arriérés de la société. Et d'autre part, instrumentalisation dans le sens où, du coup, l'État et la droite seraient finalement ceux qui vont protéger les Juifs de France contre ces nouveaux barbares. Donc évidemment, bon là, on reconnaît toute la, voilà, la crasse entre guillemets du discours conservateur et étatique. Mais le problème dans finalement le fait de critiquer cette instrumentalisation qui est réelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on utilise réellement la lutte contre l'antisémitisme pour pointer du doigt des populations qui sont déjà extrêmement stigmatisées et qui sont effectivement en bas de l'échelle sociale et qui sont dominées voilà, structurellement par, dans l'ordre social racial contemporain. Le problème, c'est de considérer qu'il s'agit uniquement d'une instrumentalisation. Or, on peut contester ça sur le fait qu'effectivement, il y a bien une permanence de l'antisémitisme. Alors évidemment, on peut le voir à travers des sondages, effectivement, qui posent un certain nombre de problèmes, hein. Tous les sondages sont problématiques. Mais disons que on voit qu'effectivement, il reste quand même une part significative de la population française, et ça dans toutes ses composantes, raciales, de classe, etc., euh, qui considèrent que les juifs ont particulièrement du pouvoir, que les juifs sont particulièrement associés à l'argent et à la finance, que les juifs ont particulièrement d'importance dans le monde médiatique et culturel, etc., etc., qui sont en fait des tropes antisémites qu'on retrouve en fait depuis le 19e siècle. Et puis d'autre part, on a évidemment ces violences antisémites qui sont en augmentation, disons, dans les années 2000 et 2010, par rapport aux périodes antérieures, disons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il nous semble qu'on peut pas, qu'un des premiers problèmes de la gauche et de l'extrême gauche, c'est la thèse de l'instrumentalisation. Là, le deuxième problème, c'est le problème du plaquage de leur grille de lecture sur la question de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit l'antisémitisme, c'est pas une vraie question, l'antisémitisme n'existe plus, et autres conneries du genre, il y a quand même malgré tout une interprétation de l'antisémitisme. Parce que parfois, quand même, il faut quand même dire oui, bon, il y a quand même un peu d'antisémitisme chez telle ou telle partie de la population. Alors évidemment, bon, du côté de la droite et de l'État, l'idée est toute faite, hein. C'est globalement, ce sont les racisés, les prolétaires racisés qui sont responsables de cet antisémitisme. Du côté de la gauche et de l'extrême gauche, bon, les explications sont un peu différentes. Donc, par exemple, chez Ouria Boutelja, elle va critiquer, elle va dire oui, il y a un problème effectivement d'antisémitisme, et notamment voilà, chez certains segments du, voilà, du prolétariat racisé, voilà, qui notamment va s'intéresser du coup à ce que font Dieudonné et Soral. Donc pour elle, évidemment, c'est un problème moral, elle n'approuve pas l'antisémitisme. En tout cas, je ne pense pas que c'est ce que dit l'article. Mais par contre, elle va essayer d'en faire une sorte de proto-critique, disons, du sionisme, de l'impérialisme, du colonialisme, de la suprématie blanche. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle dit, oui, c'est une critique qui se trompe un peu d'ennemis, mais malgré tout,
c'est une critique qui va dans le bon sens. C'est une première étape de conscience du problème. Mais évidemment, bon, il faudra aller plus loin. Même si parfois, elle est un petit peu plus ambiguë, puisqu'elle dit que d'une certaine manière, bon, les juifs ont un petit peu trahi leurs camarades racisés, et que donc c'est à eux de revenir. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Donc disons que le problème de cette approche, c'est qu'elle va lire l'antisémitisme non seulement à travers la question de l'instrumentalisation, mais à travers une grille politique qui est un peu monocausale, c'est-à-dire, bon, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est la question de l'anti-impérialisme, de l'antisionisme, de la lutte contre la suprématie blanche, qui sont des objectifs qui sont en soi assez louables, même si, bon, il faut préciser ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas, ce sont en soi des objectifs louables. Le problème, c'est si on lit tous les phénomènes à travers cette grille d'analyse, on va faire de l'antisémitisme quelque chose qui finalement, d'une certaine manière, n'est pas si grave, et d'autre part, quelque chose qui va dans le bon sens, qui va dans le sens d'une critique justement de ces problèmes, de ces structures de domination qu'on essaie de dénoncer. Et finalement, dans la continuité de ce que je viens de dire, il y a aussi la question de, finalement, quelle est la place des Juifs dans cette structure de domination raciale qui fait l'objet des analyses de, disons, du racisme systémique. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard, parce que je me souviens que tu m'as dit que tu voulais en parler dans la deuxième partie. Alors bon, globalement, voilà, là j'ai pris l'exemple du Parti des indigènes de la République. On pourrait prendre d'autres exemples. Hein. On sait que globalement, généralement, le problème dans la gauche, c'est qu'effectivement, la question de l'antisémitisme n'est vue qu'à travers la question de l'instrumentalisation, et d'autre part, l'antisémitisme ne serait plus une vraie question. C'est ce qu'on a vu à travers notamment le livre Racisme de France, qui est paru aux éditions La Découverte il y a 1 ou 2 ans, et qui globalement a fait un chapitre sur l'antisémitisme, et qui globalement conclut au fait que l'antisémitisme, c'était un vieux truc, ça n'existait plus trop, à part dans quelques franges marginales de l'extrême droite. Et du coup, voilà. Et du coup, ce serait remplacé par l'islamophobie. Alors, le problème, c'est que, effectivement, bon, ce qu'on peut dire assez rapidement, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle forme de racisme qui prend une force particulièrement importante en France aujourd'hui, on va pas le nier, et qui est au devant de la scène, encore plus sans doute que l'antisémitisme, dans les débats politiques et médiatiques, avec notamment bon, la candidature de Zemmour et de Marine Le Pen, et puis bon, les autres aussi. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Mais effectivement, le fait que l'islamophobie soit si forte aujourd'hui en France n'empêche pas l'antisémitisme. Et un très bon exemple de ça, c'est évidemment la théorie du grand remplacement, où à la fois ce sont des migrants musulmans qui vont détruire la soi-disant culture nationale chrétienne de l'Europe occidentale, mais en même temps, ce sont les juifs, l'élite mondialiste plus généralement, mais notamment les juifs, qui orchestrent ce grand remplacement. Donc on voit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux théories, tout comme dans les années 60, l'extrême droite américaine disait que les Black Panthers étaient manipulés par les juifs. Donc finalement, on voit très bien que, et ça je pense que c'est quelque chose que la gauche a du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on considère que l'antisémitisme c'est une question importante que ça veut dire qu'on considère que les autres formes de racisme sont moins importantes. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, et ça, c'est peut-être plus la partie un peu plus théorique, c'est que c'est pas parce qu'on considère que effectivement l'antisémitisme est une question sérieuse que ça veut dire qu'on rejette complètement les analyses en termes de racisme d'État et en termes de racisme structurel. Le problème, c'est que, en fait, ces analyses de racisme d'État et de racisme structurel, elles ne permettent pas d'expliquer toutes les formes de racialisation, et notamment elles ne permettent pas d'expliquer la forme de racialisation spécifique des Juifs. Donc là, on arrive vraiment au cœur de l'article, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique l'antisémitisme. Alors globalement, bon, on va aller relativement rapidement parce que bon, c'est quand même des sujets pointus, mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, nous, on n'identifie pas un facteur qui expliquerait l'antisémitisme. On ne dit pas l'antisémitisme, ça s'explique uniquement par le fait que les gens vont personnaliser
la domination capitaliste en l'incarnant dans la figure des Juifs et en attribuant du coup tout ce qu'il y a de mauvais entre guillemets dans le capitalisme. Et si je le dis de manière plus théorique, disons le côté abstrait, impersonnel, universel du capitalisme, dans la figure des Juifs. Effectivement, ça explique une partie des choses, mais ça n'explique pas tout. On ne peut pas comprendre l'antisémitisme uniquement à travers ça. On ne peut pas comprendre non plus l'antisémitisme uniquement. Alors ça, c'est disons ce que je viens de dire, c'est du coup disons la théorie de l'antisémitisme telle qu'elle est défendue par Postone, par la critique de la valeur. On ne peut pas comprendre non plus, comme Bernard Bonfeld, l'antisémitisme uniquement comme voilà une sorte comment dire de figure nécessaire à la constitution d'une sorte de communauté nationale qui se constituerait contre finalement ce qui serait d'une certaine manière son ennemi à la fois intérieur et extérieur, qui seraient les juifs. En réalité, on peut comprendre l'antisémitisme contemporain en France comme étant lié à voilà, une diversité de facteurs. Alors évidemment, il y a la question de la personnalisation des rapports de domination capitaliste, ça on ne va pas le nier. Il y a aussi un ressentiment, et ça, on arrive au cœur de l'article, puisque on va maintenant expliquer un peu le titre, plus blanc que blanc. Qu'est-ce que ça veut dire plus blanc que blanc? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui change dans l'antisémitisme contemporain par rapport aux anciennes formes d'antisémitisme, même si on trouvait ça un petit peu dans l'antisémitisme allemand des années 20 et 30, c'est le fait que les juifs ne sont pas stigmatisés parce qu'ils seraient une communauté à part, qui ne voudraient pas s'intégrer, comme bon, ça a pu être dit dans disons, l'antisémitisme classique du 19e siècle. C'est que finalement, les juifs seraient presque surintégrés, d'où le terme plus blanc que blanc. Ils sont perçus à la fois par les classes moyennes blanches et le prolétariat blanc, et puis même, on va dire, les blancs de manière plus générale, et aussi par les racisés, pour des raisons différentes, comme étant finalement plus blancs que blancs. Alors pour les racisés, ça veut dire dans le sens où ils ont été mieux intégrés à la société blanche, à la société française, que les autres racisés, les Asiatiques, les Noirs, les Arabes et les Roms. Donc, bon, notamment, l'article essaye d'expliquer que oui, effectivement, il y a des racines matérielles à ce ressentiment, dans le sens où, effectivement, après 1962, pour des raisons, disons, diverses et variées, notamment liées à l'histoire de la colonisation française en Afrique du Nord, les Juifs qui sont arrivés en France dans les années 60 des anciennes colonies françaises d'Afrique du Nord ont été mieux intégrés que les Algériens musulmans, et puis les Marocains et les Tunisiens aussi par la même occasion. Donc le ressentiment, disons, s'expliquerait en partie par ça, par le fait que du coup ils sont perçus comme étant, disons, dans la hiérarchie raciale imaginaire de la société française, telle qu'on peut l'imaginer en tout cas, en termes de racisme structurel, comme étant au-dessus des Blancs ou en tout cas au même niveau que les Blancs. Ensuite, il y aurait, disons, dans l'imaginaire commun, les Asiatiques, puis les Arabes, puis les Noirs, et puis tout en dessous, les Roms. Et puis, bon, les Blancs aussi considéraient d'une certaine manière que les Juifs sont plus blancs que blancs, dans le sens où finalement, ils ne seraient pas simplement au même niveau que les Blancs, mais finalement, ils les domineraient. Donc ça, c'est évidemment bon, un peu un ressucé de l'antisémitisme d'extrême droite classique, quoi. Donc voilà, on peut dire que voilà, donc il y a la question de la personnalisation de la domination, ce qui fait que l'antisémitisme peut apparaître comme une forme de proto-critique de la société contemporaine, alors qu'en réalité c'est une impasse et c'est une limite, c'est une forme réactionnaire de la lutte des classes, on le dit, c'est une limite aux luttes, puisque évidemment c'est pas en visant les juifs qu'on va abolir le capitalisme ou même la domination raciste, puisqu'ils n'en sont pas les auteurs, évidemment. Et puis, bon, évidemment, on essaye d'expliquer ça aussi voilà, par l'expérience aussi à la fois des Blancs et des personnes racisées vis-à-vis de ce qui est perçu comme étant la surintégration dans la société française des Juifs dans la société contemporaine. Bon, là, évidemment, c'est un résumé un peu succinct. On peut trouver d'autres éléments dans l'article, mais voilà ce qu'on peut dire un peu grosso modo, même si évidemment, je pourrais éclairer certains aspects un peu plus tard dans la discussion. Ok, bah merci beaucoup pour ce résumé.
Enfin, tu dis que c'est succinct, mais quand même, t'as beaucoup parlé, t'as dit beaucoup de trucs intéressants en vrai. Est-ce que tu as des critiques? Parce que tu as dit que tu étais d'accord à 99% avec le collectif. Et quel est donc ce fameux 1% de choses qui sont pas tout à fait, qui ne représentent pas tout à fait tes idées? Non, je pense qu'en fait, je suis d'accord avec l'article. C'est juste que ne l'ayant pas écrit, c'est forcément formulé d'une manière un peu différente de ce que moi je l'aurais formulé. D'accord. Mais globalement, je suis d'accord en fait avec l'essentiel de l'article. Après, comment dire? En fait, le truc, c'est que les critiques que moi j'avais pu faire à l'article dans sa première version, celle que j'ai lue en premier, en fait, je les ai exprimées et elles ont été prises en compte. Par exemple, heu, par exemple, c'est pour ça que, heu, une des choses avec lesquelles j'étais un peu en désaccord au début avec l'article, mais qui a été changée dans la version finale, heu, c'est effectivement, l'idée que, pour, heu de manière générale, les juifs étaient perçus comme des surblancs. Mmh. Or, j'avais l'impression que c'était vrai pour, disons la critique décoloniale, qui percevait, voilà, pour le coup, les juifs comme plus blancs que blancs, comme surintégrés à la société blanche. Heu, Par contre, j'avais l'impression que pour l'extrême droite, c'était pas le cas. Par exemple, pour Soral, d'une certaine manière, les juifs ne sont pas plus blancs que blancs, dans le sens où, au contraire, ils ont fini par, enfin, les juifs, d'une certaine manière, pour Soral, ne sont pas tellement une communauté à part que, en fait, la dissolution de toute communauté. Bon, ça, c'est un vieux trope hein, de l'antisémitisme, hein, d'extrême droite, c'est pas nouveau. Mais disons que d'une certaine manière, les juifs ne peuvent pas être plus blancs que blancs, puisque précisément, ils sont tellement mondialistes et cosmopolites, ils incarnent tellement d'une certaine manière la culture abstraite, impersonnelle, et cosmopolite, disons, de ce que Soral appelle la domination oligarchique mondiale, que en fait, d'une certaine manière, ils ne peuvent pas être plus blancs que blancs. Ils sont au contraire la négation, et c'est pour ça d'ailleurs que, bon après ça c'est une des stratégies de Soral, mais c'est que du coup Soral essaie de rameuter en fait aussi bien les racisés que les blancs contre cette domination des juifs qui viderait à la dissolution de toutes les communautés blanches comme musulmanes d'une certaine manière. Donc voilà, moi j'ai plus de, enfin, quand je disais 99,99, c'est simplement bon, parce que je ne sais pas si j'aurais écrit chaque mot de la même manière, mais je suis d'accord avec toutes les thèses telles qu'elles sont présentées. Et voilà, là, j'ai simplement dit quelle thèse m'avait un peu questionné au début de l'écriture de l'article, mais qui a été changée dans la version finale. C'est pour ça que du coup, même si c'est pas entièrement mon texte, dans le sens où ce n'est pas moi qui l'ai coécrit, je le signe sans réserve aujourd'hui. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que, alors j'avais noté là sur le plan, aspect théorique et historique de l'antisémitisme. Est-ce que tu as dit à peu près tout ce que tu avais à dire sur ça? Bah, je pense que globalement, on peut peut-être revenir sur un peu les aspects historiques. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les juifs sont visés par cette forme particulière de racialisation. Ça, je pense que c'est un élément quand même important parce que euh, sinon, je pense qu'on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce que les juifs sont visés dans les sociétés actuelles. Alors évidemment, ils sont visés aujourd'hui comme étant la personnalisation de l'argent et de la finance, parce que ils ont été historiquement assignés par les sociétés européennes à partir du Moyen Âge à certaines fonctions que, qui, d'une certaine manière, n'étaient pas assumées par les sociétés chrétiennes médiévales, qui étaient l'usure. Alors évidemment, tous les juifs au Moyen Âge n'étaient pas usuriers ou marchands, plus généralement, mais effectivement, euh, les fonctions d'usure et dans certaines régions d'Europe de l'Est, certaines fonctions d'intermédiaires, notamment entre les seigneurs et les paysans, étaient occupées principalement par des juifs. Euh, Ce qui a fait qu'effectivement, au moment du passage à la société bourgeoise et avec la naissance du capitalisme, les juifs se sont retrouvés effectivement identifiés à ces nouvelles sphères du capitalisme, la sphère de la finance,
et aussi un peu du capital marchand. Parce qu'effectivement, en raison de cette assignation historique de certains juifs à ces professions, eh bien, ils s'y sont retrouvés, en réalité, pas si nombreux que ça, mais disons suffisamment nombreux, disons une petite minorité, pour qu'on puisse dire ah finalement les juifs contrôlent la finance. Même si en fait, à côté de la banque Rothschild au 19e siècle, il y a des dizaines et des centaines de banques tenues plutôt par des dynasties protestantes et catholiques. Donc évidemment, il y a toujours un prisme déformant dans l'antisémitisme. C'est pour ça qu'en fait, une analyse matérialiste des causes de l'antisémitisme doit toujours avoir conscience que euh, c'est pas parce que les juifs ont vraiment le pouvoir dans les médias ou dans la finance qu'ils sont visés par l'antisémitisme. C'est parce que dans la perception déformante de notre société, ils ont effectivement une minorité, une place minoritaire dans ces sphères, que par une sorte de miroir grossissant lié justement à l'idéologie antisémite, on peut dire non mais regardez bien, les juifs dominent la finance, les médias, la politique, etc. etc. Pour ça d'ailleurs que Alain Soral cite toujours quelques noms pour éviter de se faire taxer, pour éviter de tomber sous le coup de la loi, cite toujours quelques noms de juifs, mais en fait on voit qu'effectivement dans les champs qu'ils occupent, ces personnalités dont les noms sont à consonance juive, hein, ils ne sont même pas forcément juifs pratiquants ou même identifiés juifs ou peu importe, effectivement, on voit qu'en fait, ils représentent une minorité des personnalités dominantes, disons, dans ces différents champs. Mais bon, voilà, ça c'est quand même une des explications. Pourquoi est-ce que ça c'est une spécificité de l'antisémitisme. Pourquoi est-ce que, contrairement à beaucoup d'autres racisés, avec peut-être quelques exceptions, comme les Tutsis du Rwanda, les Chinois d'Asie du Sud-Est, les diasporas chinoises d'Asie du Sud-Est, ou encore les Libanais en Afrique de l'Ouest, pourquoi est-ce que ces racisés, ces minorités raciales, parce qu'il faut le dire aujourd'hui en France, les Juifs sont une minorité raciale, ils ne sont pas considérés comme des vrais blancs comme par la majorité blanche, et ils sont victimes de racisme par cette majorité blanche, et puis pas que par cette majorité blanche, mais aussi par les autres minorités raciales. Mais bon, passons là-dessus. Effectivement, ces minorités raciales, elles ont en commun d'être associées à des formes de domination et de pouvoir, contrairement à d'autres populations racisées, comme par exemple les Noirs et les Arabes, qui aujourd'hui en France ne sont pas associés particulièrement à une sorte de conspiration, à une domination. Éventuellement, ils peuvent en être les agents, les instruments. Ils peuvent être d'une certaine manière les soldats, comme par exemple l'extrême droite américaine disait dans les années 60, les Black Panthers, ce sont finalement les agents de la domination juive, mais ce ne sont pas eux les vrais dominants, les vrais conspirateurs. Et après, la spécificité, là, qui est unique pour les juifs, c'est que eux, carrément, c'est pas simplement... Du coup, je sais pas exactement où est-ce que j'ai entendu, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Bon, dire simplement que, effectivement, il y a un certain nombre de minorités raciales qui sont identifiées, contrairement à la plupart des minorités raciales, comme étant liées aussi à la domination, au pouvoir, à la conspiration, à l'argent, comme par exemple les Chinois des diasporas en Asie du Sud-Est, hors de Chine globalement, les Tutsis du Rwanda avant 94, les Libanais en Afrique de l'Ouest et les Juifs. Voilà, c'est une des particularités de ces formes de racialisation, c'est d'être associé non pas à des sortes de dominés qu'il faudrait mépriser, exploiter, etc. Comme globalement, on va dire que c'est quand même un peu le fond quand même de la négrophobie. Mais là, la spécificité en plus, disons, de l'antisémitisme, qui est relativement unique, c'est que là, on ne va pas seulement dire que ce sont des dominants à un endroit, mais c'est carrément des dominants et des conspirateurs à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment, vraiment le cœur de l'antisémitisme depuis la fin du 19e siècle. C'est l'idée que les Juifs seraient à la tête d'une conspiration juive mondiale qui viserait à la destruction des nations et des communautés, l'imposition à la fois... Et cette domination juive mondiale, qui est à la fois déjà là et qui en même temps n'est pas complète, donc d'où la conspiration pour la rendre complète, eh bien, elle prend plein de formes. Elle peut prendre la forme du communisme, de la révolution, tout comme elle peut prendre la forme
de la crise financière, de la guerre. D'une certaine manière, effectivement, l'antisémitisme à partir de la fin du 19e siècle devient, d'une certaine manière, une sorte d'explication totale du monde, de tout ce qui se passe, de tout ce qui menace, disons, voilà, les sociétés bourgeoises, conservatrices, bon, et notamment, disons, la majorité blanche. Tout ce qui menace ça, que ce soit venant de l'extrême gauche ou que ce soit venant du libéralisme, de la mondialisation, de l'industrialisation, tout ça est personnalisé par les juifs. Et donc, bon, évidemment, même si je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'antisémitisme et encore moins de l'antisémitisme nazi, on peut dire que c'est ça un peu le noyau et la spécificité de l'idéologie antisémite depuis la fin du 19e siècle et qu'on retrouve quand même jusqu'à aujourd'hui. C'est cette personnalisation. Et cette personnalisation, elle s'accompagne, il faut bien le dire, d'une racialisation, c'est-à-dire l'idée que ces figures ne sont pas simplement des figures abstraites, le juif, entre guillemets, mais on le dit dans l'article, c'est une généalogie close. C'est-à-dire c'est un ensemble d'individus qui descendent d'une sorte de lignée qui serait la lignée juive. C'est pour ça qu'on parle de race juive à partir de la fin du 19e siècle. C'est pas simplement une religion, c'est vraiment une lignée biologique qui aurait cette propriété de détruire les nations, de fomenter des crises et des complots pour assouvir sa soif de domination mondiale. Ok, je voulais juste revenir très rapidement sur ce que c'était usurier. Alors, moi je crois savoir ce que c'est. Tu me coupes si je me trompe. Parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas ce que c'est. C'est un vieux truc du 19e. C'est en gros, les gens quand ils sont très pauvres, ils revendent un de leurs objets de valeur. Et ils peuvent le racheter plus tard une fois qu'ils ont de l'argent. C'est une forme de prêt. Et puis il y a des intérêts derrière. Donc c'est une forme de vol, d'escroquerie légale, je crois. Et le cliché de l'usurier juif, ça a été très, comme tu dis, par un miroir grossissant, ça a été très grossi du coup, par la littérature. J'ai lu un petit peu de littérature russe du 19e, et il y a quasiment à chaque nouvelle, à chaque roman, il y a au moins un usurier juif, avec tous les clichés qu'il y a derrière, radin, sans âme, sans respect pour les gens, etc. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, globalement, effectivement, l'usure, c'est le prêt à intérêt sous différentes formes, notamment celles que tu as évoquées, mais voilà, plus généralement, toutes les formes de prêt à intérêt qui comportent, disons, des taux d'intérêt qui sont très élevés, de l'ordre de 20 à 30%. C'est-à-dire, en gros, j'emprunte 100 et je suis obligé de rendre 120 ou 130, quoi. Donc, globalement, c'est ça l'usure, et c'est une pratique qui existe en fait depuis assez longtemps, hein, qui existe déjà dans l'Antiquité. Ah ouais. Mais effectivement, c'est à partir du Moyen-Âge que globalement les Juifs sont associés à l'usure, alors que dans l'Antiquité, ils n'y sont pas associés. Il y a quelqu'un dans le chat qui précise que c'était interdit par l'Église catholique. Donc, Oui, c'est ça, exactement. C'était officiellement interdit, c'est pour ça qu'effectivement, c'était les Juifs qui sont chargés, même si en réalité, malgré cet interdit officiel, bon, il y avait quand même des taux d'intérêt qui étaient tolérés. D'une certaine manière, on pouvait faire un peu d'usure, quoi. Mais bon, effectivement, globalement, c'est pour ça que ça a beaucoup été quand même assigné aux Juifs, parce qu'il y avait quand même globalement, ça limitait, disons, les possibilités effectivement de faire ce genre de prêt d'argent. Même si en fait, bon, l'Église pouvait tolérer un taux d'intérêt qui aujourd'hui nous paraîtrait quand même assez excessif, quoi. Lors de 10, 15, 20%. Voilà, effectivement, les formes les plus extrêmes étaient souvent, disons, compliquées quand on était chrétien à faire. Ouais. Mais bon, voilà. Il y avait quand même une sorte de tolérance, évidemment. Il y a la théorie et la pratique Ouais. au niveau de l'Église catholique. Je comprends. Effectivement. Là, je regarde les réactions. Oui, c'était presque imposé aux non-chrétiens, dit quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui disait aussi, je vois pas le problème avec détruire les nations, moi. Effectivement, moi non plus, je vois pas le problème, hein, mais bon. Après, c'est la droite et les antisémites, évidemment, qui sont pas contre le principe de nation, bien au contraire. Donc du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc la coupure de live permet de faire une transition vers la deuxième partie. On va parler de l'antiracisme dit systémique. Tu vas présenter ce que c'est rapidement, et puis on va parler de l'actualité,
des présidentielles, et je voulais qu'on parle vite de... Enfin, je sais pas si ça a besoin qu'on en développe plus, mais l'expression islamo-gauchiste, faire un parallèle avec l'expression judéo-bolchevique, voir en quoi c'est ou pas, du coup, une nouvelle forme, de sorte de parallèle à faire ou pas. Voilà. Alors, c'est intéressant. Alors, je pense que sur la question de l'antiracisme systémique, je pense que j'ai assez. Enfin, bon, globalement, je pense qu'on voit à peu près où est-ce qu'on veut en venir. C'est-à-dire, globalement, l'idée dans notre article, c'est pas de dire que les analyses en termes de racisme structurel, de racisme systémique, de racisme d'État, on ne dit pas qu'elles sont fausses. On dit simplement qu'on ne peut pas analyser toutes les formes de racialisation à travers ce prisme. Sinon, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'antisémitisme. À la limite, on ne peut pas comprendre même des formes. À la limite, si on dit oui, mais l'antisémitisme aujourd'hui, c'est pas très grave. Bon, à la limite, admettons ça provisoirement pour la rhétorique. Avec une analyse en termes d'antiracisme structurel, en termes de racisme structurel, de racisme d'État, etc., il y a tout un tas. On ne peut pas comprendre en grande partie l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus, notamment en France à la fin du 19e siècle. Parce que là, pour le coup, l'État, effectivement, l'armée est antisémite, etc., l'Église, mais la Troisième République, bon, évidemment, elle n'est pas dreyfusarde, mais disons qu'une partie importante quand même de l'appareil d'État n'est pas anti-dreyfusarde. Donc, on ne sait pas vraiment si on pourrait parler, pour l'affaire Dreyfus, de racisme d'État. Et de racisme structurel, à la fin du 19e siècle, en France, les Juifs ne sont pas à une place dans la division du travail qui serait, disons, inférieure à celle des Blancs. Effectivement, on peut dire jusqu'à aujourd'hui qu'une des particularités des Juifs en tant que minorité raciale, c'est que leur minorisation raciale ne va pas de pair avec une marginalisation économique, une précarité économique. Ça, c'est quand même un des trucs qui est important à comprendre, c'est que la racialisation est possible même si elle ne s'accompagne pas d'une précarité économique, d'une place dans la division du travail qui serait inférieure. Effectivement, il y a beaucoup de formes de racialisation qui sont comme ça. C'est pour ça que les analyses en termes de racisme structurel et systémique et d'État marchent très bien pour les Noirs, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour les Arabes en France, et pour un grand nombre de minorités raciales. Mais par exemple, ça ne marche pas pour comprendre la sinophobie aux États-Unis. On sait qu'aujourd'hui, les Asiatiques, en moyenne, sont plus riches. Là, je veux dire par rapport à leurs propres proportions. Hein. Les Asiatiques ne sont pas plus riches que les Blancs aux États-Unis en tant que minorité, mais disons, l'Asiatique moyen, entre guillemets, est plus riche que le Blanc moyen aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que les Asiatiques dominent les États-Unis? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus une minorité raciale aux États-Unis? Non, évidemment. Et c'est pareil pour le cas en fait des Juifs en France. C'est-à-dire que oui, effectivement, ils échappent à certaines formes de la racialisation, entre guillemets, si on peut parler de formes de racialisation, notamment la précarité économique, la surexploitation, les violences policières, en grande partie, même si ils en sont proportionnellement aussi, ils peuvent être aussi victimes de violences policières en tant que juifs, parce que l'antisémitisme dans la police nationale, évidemment, c'est pas complètement inconnu. Oui. Mais disons que ils sont effectivement moins victimes, on va dire, de racisme d'État. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de discours antisémites venant explicitement des plus hautes instances de l'État aujourd'hui. Mais ils sont victimes d'autres formes de racialisation, c'est-à-dire leur association à la conspiration mondiale, à la domination, à l'argent, à la finance, qui fait qu'ils peuvent être victimes de violences pour ces raisons-là. C'est comme ça, par exemple, que les ravisseurs d'Ilan Halimi, en 2006, l'avaient enlevé parce qu'il était juif et donc ils pensaient qu'il était riche. Alors qu'en fait, bon, c'était quelqu'un d'assez pauvre. Et donc ils ont demandé une rançon. La rançon ne venant pas, ils l'ont assassiné sauvagement. Donc, évidemment, ça montre bien qu'on ne peut pas... Alors évidemment, on va me dire, oui, mais ça, c'est un fait individuel. Effectivement, Mohamed Merah, on peut dire aussi que c'est un fait individuel. On peut dire aussi que l'attentat de l'Hypercacher, c'est un fait individuel. Mais on peut dire globalement qu'il y a aussi une forme, d'une certaine manière, de systématicité dans l'antisémitisme, mais non pas au sens où elle définit, où elle
serait fonction du fait que les juifs seraient assignés à une certaine place dans la division du travail, seraient surexploités, précarisés économiquement, etc., etc., mais plus dans le sens où ils occupent dans l'imaginaire commun une place particulière qui va faire que, comme les idéologies, comme le disait Marx, peuvent aussi devenir des forces matérielles, le nazisme étant une très bonne incarnation de ça, comme les idées sont aussi des forces matérielles, lorsqu'elles s'emparent des masses, entre guillemets, l'antisémitisme s'étant emparé des masses depuis un petit bout de temps, eh bien effectivement, ça devient des forces matérielles, et c'est ces forces matérielles qui aboutissent à des meurtres antisémites, et aussi à des mouvements politiques qui sont structurés autour de l'antisémitisme, comme par exemple l'égalité et réconciliation, qui est un des sites politiques les plus visités. Il y a 10 ans, c'était le site politique le plus visité en France. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on voit bien que il y a dans nos sociétés une forme de racialisation, effectivement, qui est spécifique aux Juifs, qui ressemble un petit peu à d'autres formes, à la racialisation qui vise les Asiatiques aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est. Mais disons que, voilà, vraiment, l'idée n'est pas d'opposer, encore une fois, le racisme, la théorie du racisme structurel et la théorie de l'antisémitisme telle qu'on la développe. L'idée, c'est qu'en fait, il faut penser les deux en même temps. Puisque d'ailleurs, on pourrait dire, il y en a qui ont déjà pensé les deux en même temps, comme par exemple les théoriciens du grand remplacement, qui, eux, n'ont pas trop de problèmes, bizarrement, à penser à la fois antisémitisme et islamophobie, de manière conjointe, puisque les Juifs seraient à la tête d'une conspiration mondiale qui aurait pour agent les musulmans, notamment les migrants, mais notamment les migrants musulmans. Alors, justement, ça me permet de faire une transition sur la question de l'islamo-gauchisme et du judo-bolchevisme. Je pense qu'il faut dire deux choses là-dessus. D'une part, effectivement, on peut dire que, évidemment, que c'est une analogie qu'il faut faire. Bien sûr que le terme islamo-gauchisme ressemble fortement à judéo-bolchevisme. C'est l'association d'une minorité raciale, hier les juifs, aujourd'hui les musulmans, avec globalement une figure repoussoire politique d'extrême gauche, hier les bolcheviks et aujourd'hui les gauchistes, entre guillemets. Donc évidemment qu'on peut faire cette analogie et qu'il s'agit d'une certaine manière de créer une sorte de figure du super ennemi qui serait à la fois les Black Blocs, l'ultra-gauche, etc., qui prennent le pouvoir dans la rue, l'université, etc., et en même temps les musulmans, qui seraient finalement la 5e colonne de l'islamisme, etc., etc. Bon, on suit un peu l'actualité politique en France, on voit un petit peu ce genre de discours. En même temps, je pense qu'un des éléments importants de l'article, c'est de dire qu'on ne peut pas juste faire une analogie entre l'antisémitisme des années 20 et 30 et l'islamophobie aujourd'hui. Parce que la limite, disons, de cette analogie, on sait que évidemment toute analogie est limitée, le racisme et le sexisme, c'est pas la même chose, la domination de classe et la domination de genre, c'est pas la même chose. Mais on peut dire la même chose, l'islamophobie et l'antisémitisme, c'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas vraiment d'idée de conspiration mondiale, disons, dans l'islamophobie, et peut-être que la composante anti-religieuse est plus forte dans l'islamophobie que dans l'antisémitisme. Bon, voilà, on pourrait pointer un certain nombre de différences. Mais au-delà de ça, la limite de l'analogie aussi, là, dans ce cas-là, c'est que du coup, elle va dans le sens d'une certaine extrême gauche, surtout les trotskistes, notamment Enzo Traverso, qui dit que globalement, l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme. Or, non. En fait, ça n'a pas remplacé l'antisémitisme, ça s'est additionné à l'antisémitisme. Ton slogan, justement, c'était donc ni CO2 ni mètre. Mais en réalité, c'est un petit peu comme les énergies fossiles. On n'a pas abandonné le charbon quand on a commencé à utiliser du pétrole massivement dans les années 40-50 en Europe. On a rajouté à notre consommation énergétique énorme de charbon une consommation énergétique énorme de pétrole. Et puis quand on a rajouté le nucléaire, on l'a rajouté, etc. Le racisme, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que oui, effectivement, il peut y avoir des phénomènes de substitution. Oui, globalement, l'antisémitisme aujourd'hui est moins fort qu'en Allemagne, dans l'Allemagne des années 30. C'est indéniable. Et oui, effectivement, l'islamophobie est plus centrale aujourd'hui en France qu'en Allemagne dans les années 30. Là-dessus, on est d'accord. Mais il n'y a pas de substitution absolue. En réalité,
il y a une plus forte visibilisation, une plus forte stigmatisation des musulmans en France aujourd'hui qu'auparavant. Effectivement, on peut dire par rapport à l'Allemagne des années 30, l'antisémitisme est relativement plus faible, mais cela n'empêche pas que l'antisémitisme, depuis 20 ans, disons, a connu une recrudescence parallèle à celle de l'islamophobie. Alors effectivement, on peut toujours discuter de qu'est-ce qui est plus important et d'autres. Peut-être qu'on va considérer que, oui, globalement, l'islamophobie, c'est quand même aujourd'hui la forme de racisme la plus dangereuse, celle qui est la plus porteuse politiquement. Les musulmans sont aujourd'hui probablement la population racisée la plus stigmatisée, etc. Ça, à la limite, on peut en discuter. Par contre, le piège, c'est de penser que pour ces raisons-là, admettons-les provisoirement, l'antisémitisme ne serait plus une vraie question, voire ne serait un problème marginal, voire n'existerait plus, voire serait non seulement un problème qui n'existe pas, mais qui en plus est instrumentalisé à des fins islamophobes. Et c'est là effectivement où notre article est là, bon, ça va trop loin, en fait, dans cette direction-là, puisqu'on finit par nier l'antisémitisme, et on finit par nier aussi l'antisémitisme, du coup, qui est vécu par les juifs aujourd'hui en France, dont bon nombre d'entre eux sont, d'elle, j'ai envie de dire, sont d'ailleurs des camarades. Donc, c'est quand même un peu bizarre, effectivement, de considérer que c'est pas très grave, alors que ça touche des parties importantes quand même de la population française, 1% à peu près, et que ça touche quand même une partie de nos camarades, lesquels sont très actifs par ailleurs dans les luttes anticapitalistes, mais aussi contre le racisme structurel et d'État que vivent les musulmans, les Noirs, les Arabes. Donc voilà, c'est là où effectivement, il me semble que aujourd'hui, il y a un problème dans le positionnement de l'extrême gauche par rapport à la question de l'antisémitisme, puisque encore une fois, il n'y a pas à opposer la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre l'antisémitisme. On peut mener une lutte contre toutes les formes de racialisation. C'est évident que certains vont prioriser la lutte contre l'antisémitisme. C'est le cas par exemple du RAR, le réseau d'action contre les racismes et contre l'antisémitisme et les racismes. Mais même s'ils priorisent la lutte contre l'antisémitisme, en même temps, ils sont aussi antiracistes de manière plus générale, et ils vont critiquer aussi la homophobie, la négrophobie, l'islamophobie, etc. Et je pense que de la même manière, le mouvement antiraciste en France, et plus généralement la gauche, l'extrême gauche, blanche, pas blanche, etc., devrait arrêter d'opposer ces deux formes de racialisation à un niveau théorique, la prise en compte de ces deux formes de racialisation et la lutte contre ces deux formes de la racialisation. Tout comme on n'a pas à faire de concurrence des mémoires entre est-ce que la Shoah c'est plus important que l'esclavage et tout. Dans les deux cas, ce sont des événements terribles qui ont causé la souffrance de millions de millions de personnes. Et je pense qu'il ne faut pas privilégier une mémoire à un autre ou une lutte à un autre. On peut stratégiquement et tactiquement le faire en tant qu'association à un moment ou à un autre, mais c'est pas parce qu'on privilégie, parce qu'on est concerné de lutter contre l'antisémitisme ou de lutter contre la homophobie ou de lutter contre la négrophobie qu'il faut disqualifier d'autres formes de racialisation. Et je pense que c'est quand même un des points importants que l'article essaye de faire, c'est qu'il faut en finir dans nos luttes avec, d'une certaine manière, cette non prise en compte de l'antisémitisme comme forme de racialisation qui touche une forme de minorité raciale en France et qui touche notamment certains et certaines de nos camarades. Allô, ah oui, d'accord. Donc j'avais, il y a deux réactions, enfin une réaction en deux messages dans le chat qui dit: précisons tout de même que la notion de racisme systémique ne se réduit pas aux discriminations systémiques. Et qui en deuxième message dit: et encore, aucun travail universitaire n'a été jusqu'à ce jour mis en œuvre pour se pencher sur la discrimination socio-économique vécue par les juifs et juives. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, oui, bien sûr. Après, bon, évidemment, je pense qu'il existe des formes de discrimination contre les juifs et les juives aussi
sur le marché du travail. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est là où je pense que tout le monde sera à peu près d'accord, c'est de dire que c'est pas ce qui caractérise en premier lieu la racialisation des juifs aujourd'hui. Même si à une époque, ça a été extrêmement important. Et d'ailleurs, une partie des grandes mesures antisémites de Vichy ou de l'Allemagne nazie ont été des discriminations socio-économiques, systémiques sur le plan professionnel. L'interdiction d'un grand nombre de professions, notamment. Donc, évidemment, je dis pas le contraire. Je dis juste que simplement, c'est pas le fait central aujourd'hui dans la racialisation des Juifs. Et c'est pour ça que il faut chercher, il faut aussi penser la racialisation au-delà simplement de ce sorte de paradigme qui marche très bien pour certaines minorités, pour expliquer l'oppression subie par certaines minorités raciales, mais qui marche moins bien pour d'autres minorités, pour expliquer l'oppression d'autres minorités raciales. D'accord. Du coup, je voulais qu'on termine sur l'actualité la plus récente. Parce que l'article a été écrit en 2020, je crois, ou en 2019 et publié en 2020, je crois. Et entre deux, il y a eu le confinement, il y a eu un mouvement anti-vax plus fort que jamais. Il y a eu, là, bientôt, il y a des présidentielles et tout. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de l'antisémitisme. Aujourd'hui même, là tout de suite, le 19 février 2022, en France, je pense notamment les antivax avec leur fameuse pancarte qui, entre guillemets, qui est une référence antisémite, etc. Comment penser, je sais pas si c'est faisable là tout de suite, mais si même ma question a du sens, mais comment penser l'actualité à la lumière de l'article Stoff, comment ça s'emboîte avec l'actualité la plus immédiate? Je pense que là où ça peut s'emboîter, c'est qu'effectivement, une des formes caractéristiques de l'antisémitisme, qui est donc cette personnalisation des structures de domination, là, pour le coup, c'est vraiment la personnalisation de Big Pharma, entre guillemets, c'est-à-dire que globalement, il y aurait une sorte de complot juif avec donc des personnalités qui seraient à la fois du côté des autorités médicales, dans le gouvernement, avec Agnès Buzyn, et aussi du côté des laboratoires pharmaceutiques pour, je ne sais quel délire, l'implantation de la 5G gratuite qui, finalement, à part si on est anti-technologie, évidemment, on peut critiquer la 5G pour plein d'aspects, mais pour l'avoir gratuitement dans le corps, pourquoi pas. Blague à part, disons que oui, je pense effectivement, on retrouve cette personnalisation de la crise incarnée dans la figure des Juifs. Et ça, effectivement, c'est un peu une constante à chaque crise mondiale, qu'elle soit économique ou qu'elle soit sanitaire, là, dans ce cas-là, c'est qu'on va attribuer cette crise aux Juifs. Alors effectivement, à une époque, sous le nazisme, on allait dire que vraiment les Juifs étaient porteurs d'une maladie, que les Juifs étaient une maladie en eux-mêmes, parce qu'à l'époque, effectivement, on croyait vraiment aux pandémies et aux épidémies, d'une certaine manière. Donc on allait représenter les Juifs sous les formes de rats qui portent la peste, etc. Bon, maintenant, effectivement, comme on est plus sceptique de la réalité, entre guillemets, des épidémies et des pandémies, là, on va dire qu'ils l'ont inventé, qu'ils l'ont fabriqué, que c'est une invention, disons, pure et simple, pour des projets divers et variés, allant des choses les moins délirantes que c'est pour faire de l'argent Big Pharma, à des choses plus délirantes comme la 5G, le Big Reset, etc. Donc effectivement, là-dessus, on peut dire que c'est un cas assez classique de personnalisation, disons de menaces, d'événements qui nous semblent incompréhensibles, alors qu'en réalité, il y a des racines écologiques très probables de cette pandémie qui sont assez claires. Bon, évidemment, le mode de diffusion qui est extrêmement lié à la mondialisation capitaliste, à l'urbanisation, etc., etc. Bon, on ne va pas faire un exposé sur le Covid, mais enfin, voilà. Donc, on peut dire que là-dessus, c'est une nouvelle résurgence, disons, de ces formes de personnalisation qui ressurgissent à chaque crise pour expliquer ce qui semble inexplicable. Et ça, malheureusement, c'est le cas depuis le 19e siècle. Après, peut-être sur la question de l'actualité, je pense qu'évidemment, les deux choses dans l'actualité, c'est évidemment... la grande chose dans l'actualité par rapport à la question d'antisémitisme, c'est Zemmour, mais sous deux aspects.
Donc le premier aspect, évidemment, c'est Zemmour qui réhabilite Pétain en disant que Pétain, c'est un brave type quand même qui a sauvé les Juifs de France en sacrifiant les Juifs étrangers. Bon, des historiens ont montré, comme par exemple Laurent Joly, que ce n'est pas vrai, qu'en réalité, Vichy voulait sacrifier les Juifs étrangers d'emblée. C'est pas, ils ont pas dit non, mais on tient vraiment aux Juifs français, mais vraiment à contre-cœur, on vous donne les Juifs étrangers, mais vraiment à Ouais. contre-cœur, quoi. En fait, c'était, ils voulaient s'en débarrasser assez rapidement, donc ils les ont livrés massivement. Et puis, ils ont une définition assez large de juifs étrangers parce qu'en fait, ça compte aussi tous les enfants qui sont nés français après 1927. Tous les enfants juifs qui ont bénéficié de la loi de naturalisation de 1927. Donc, en gros, il y avait aussi des Français qui étaient nés français qui ont été mis dans le lot des juifs étrangers. Et aussi des naturalisés, puisqu'il y a eu une commission de dénaturalisation sous Vichy qui a dénaturalisé massivement des juifs français qui avaient obtenu la nationalité depuis 1927. Donc bon, ils ont aussi quand même livré gratuitement enfin, gratuitement. Ils ont livré sans pression allemande particulière des juifs français aussi. Et puis, d'autre part, il faut bien dire que la police française s'est chargée elle-même d'un certain nombre de bases besognes où là, effectivement, ils ont arrêté massivement des juifs français, et même pas seulement des juifs français, au sens où naturalisés seulement depuis 1927 ou ayant bénéficié de cette loi. Notamment la fameuse rafle du Veldiv de l'été 1942 qui a été menée par la police française. Donc, cette fable de Vichy a sauvé les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers ne tient pas du tout. Beaucoup de juifs français en réalité se sont sauvés eux-mêmes, notamment en zone libre, en bénéficiant de solidarité, parce qu'ils se sont planqués, etc. Effectivement, on ne peut pas dire que Vichy voulait exterminer tous les juifs. Oui, ok, ça, tous les juifs français, ok, ça on est d'accord. Mais enfin, on ne peut pas dire non plus, comme Zemmour l'a dit, que l'État a protégé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Ils ont livré les juifs étrangers sans que les Allemands leur demandent. Et ils ont aussi livré des juifs français, y compris des juifs français d'avant, enfin non naturalisés depuis 1927, de leur plein gré pour des raisons diverses et variées, mais aussi parce que Vichy était un gouvernement antisémite, qui considérait que les juifs n'étaient pas vraiment des citoyens français comme les autres. Alors, bon, maintenant, voilà, ça c'est le premier élément. Et puis après, il y a le deuxième élément, alors là, on arrive vraiment au cœur de l'actualité, qui sont les attaques de la part de la gauche contre Zemmour sur le fait qu'il serait juif. Alors évidemment, on peut le prendre sur le ton de l'humour, comme Walidia quand il dit que Zemmour serait à la fois juif et arabe, et en même temps aujourd'hui le plus grand promoteur à la fois de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Bon, ça, à la limite, passons, c'est le domaine de l'humoriste. Ce qui est plus problématique, évidemment, c'est évidemment la réaction de Jadot qui traite Zemmour de juif de service, ou évidemment Mélenchon qui explique le caractère réactionnaire de l'idéologie zémourienne, non pas par son inscription dans l'extrême droite nationaliste française traditionnelle, mais par le fait que, étant juif orthodoxe, par ailleurs, en fait, ce serait simplement, sa pensée découlerait de l'orthodoxie, d'une certaine orthodoxie juive. Donc là, évidemment, on est en plein dans, finalement, l'antisémitisme de gauche. Il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Dans le sens où, évidemment, cette notion méprisante de juif de service, à la limite, bon, entre juifs, personnellement n'étant pas juif, je ne sais pas comment est-ce que ça serait perçu déjà de se faire traiter de juif de service. Effectivement, on retrouve ça aussi effectivement, chez d'autres minorités racisées, des critiques de ce genre. Bon, je pense que c'est déplaisant pour les individus, mais là, le problème, c'est que Jadot n'étant pas juif, évidemment, ça prend... c'est inévitablement un non-concerné qui s'adresse à un concerné, et qui donc et qui critique Zemmour d'une manière en fait qui est antisémite. Finalement, en racialisant Zemmour, qui n'a pas particulièrement demandé à l'être,
vu que bon, lui, pour le coup, enfin, il n'est pas, disons, il se revendique pas en tant que juif, il se revendique en tant que français, pour, finalement la suppression de toute forme, de différence. Mais les musulmans étant incapables de s'assimiler vraiment, il veut les déporter. Bref, passons. Et évidemment, bon, ensuite, il y a eu, aussi les caricatures, qui a circulé un peu, dans la France insoumise de Zemmour en Gargamel. On connaît le fond un peu Oui. antisémite de cette caricature, avec le nez crochu, de Gargamel et cetera. Oui. Qui Donc mange des enfants, accessoirement. voilà, c'est ça, en plus, qui mange des enfants, donc heu, voilà, on voit encore une fois dans cette campagne présidentielle, que, enfin, voilà, le problème de l'antisémitisme et pas uniquement sous la forme de l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Oui, OK, il y a un petit peu de ça dans cette campagne présidentielle, mais il y a aussi, du révisionnisme, du bon vieux révisionnisme d'extrême droite, de Zemmour et des propos à tonalité antisémite du côté de la gauche, voilà. Donc rien de neuf sous le soleil, sous cet aspect-là malheureusement. D'accord, avant de continuer de parler, je voulais remercier Ayla pour le raid et ses 6 personnes, et merci à Jolene pour ce raid et ses 21 personnes, ce qui fait qu'on arrive à, si je fais le calcul vite fait, ça fait 30, on est près de 40 personnes en live pour après 2 mois, presque 2 mois d'inexistence sur Twitch, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc merci et bienvenue. On a malheureusement presque fini, malheureusement pour vous, hein, presque fini. T'as dit que Zemmour réhabilite Pétain, effectivement, mais je voulais rappeler que Macron aussi avait plus ou moins réhabilité Pétain dans un discours où il disait qu'on pouvait avoir commis des choix fâcheux, mais avoir été un grand homme pendant la Première Guerre mondiale, enfin un truc comme ça, où il avait minimisé le caractère antisémite de ce dictateur, hein, on peut le dire. Voilà, donc c'est... Oui, oui, bien sûr, c'est pas le monopole et en fait, on peut toujours trouver des propos, alors là, c'est plutôt des responsables politiques un peu plus anciens, mais par exemple, lorsqu'il y avait eu, un attentat, à dans les années, 60-70, il me semble, anti-juif, et bien, le président de la République, alors en exercice, avait déploré, la mort de certains de nos concitoyens et d'Israélites. Donc, ce qui faisait que finalement, les Israélites, entre guillemets, donc les Juifs, n'étaient pas vraiment des concitoyens à part entière. Ah ouais, Il me semble d'accord. que c'était sous Pompidou. Donc voilà, c'est Waouh. Ok. pour donner, voilà, le fait qu'effectivement, on voit bien quand même à travers ce genre de déclaration que, heu, dans l'esprit, des responsables politiques, alors aujourd'hui, je pense que ce serait un petit peu plus compliqué de tenir ce genre de propos. Mm. Bon, surtout, le terme d'israélite aujourd'hui, Ah est ouais. un peu anachronique, enfin très, très, très déplacé dans le contexte actuel. Mais bon, on voit qu'effectivement, même dans l'imaginaire de Pompidou, disons, le président de la Ve République, et puis bon, il faut penser aussi aux propos de De Gaulle sur les Juifs, ce peuple d'élite, arrogant et plein de mépris. Bon, on voit qu'il y a quand même un fond antisémite dans l'imaginaire de... voilà. On a parlé d'antisémitisme à gauche, à droite. Là, on est sur l'actualité la plus récente, donc avec Zemmour, et puis même on a parlé de Pompidou et de Gaulle aussi, qui eux aussi ont eu des sorties antisémites, hein. Et je voulais juste parler d'une expression que tu avais sortie tout à l'heure, que l'antisémitisme était une forme réactionnaire de lutte des classes. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire à l'instant sur le fait que t'as les gens, il y a un antisémitisme de gauche en fait, et je pense qu'il faut regarder en face le problème, quoi. Il n'y a pas que Mélenchon, il y a aussi en Angleterre, il y a un certain Corbyn, je crois que c'est ça, Jérémy Corbyn, je sais plus, mais il y a eu des problèmes d'antisémitisme, je connais pas trop dans le détail. Est-ce que toi tu sais un petit peu ce qui s'est passé dans le parti travailliste? Bah, en gros, ce qui s'est passé dans le parti travailliste, c'est qu'en gros, il y a eu, disons, des propos antisémites, disons, assez fréquents, dans le parti, qui ont été, heu, un peu, noyés sous le tapis par la direction du parti. Probablement parce que, bon, bah, Corbyn, même si on ne sait pas vraiment si lui-même est très antisémite, enfin disons, et a tendance à enfin, considère que la question de l'antisémitisme, ce n'est pas une vraie question, c'est simplement quelque chose qui est instrumentalisé.
contre les leaders d'extrême gauche. C'est exactement ce que dit Mélenchon d'ailleurs. Et donc que ce n'était pas un problème. Et donc évidemment, bon, ça, alors, le scandale a fini par éclater. Bon, ensuite, effectivement, ça a été un peu instrumentalisé par l'aile droite du parti, du Labour Party, du parti travailliste anglais. Bon, même si finalement l'aile droite est probablement tout aussi antisémite que l'aile gauche. Enfin bon, passons. Mais donc oui, il y a un problème effectivement qui n'est pas qu'en France, qui est aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc., d'antisémitisme. Mais d'une certaine manière, ce problème, effectivement, quand tout à l'heure je parlais de forme réactionnaire de la lutte des classes, c'est dans le sens où la gauche et l'extrême gauche va souvent confondre la lutte contre la finance et contre l'État d'Israël, qui sont quand même souvent associés aux Juifs, on ne va pas se le cacher, comme étant voilà, disons, au cœur vraiment de l'anticapitalisme et de l'anti-impérialisme. Alors évidemment, mon propos ici n'est pas de dire qu'il ne faut pas critiquer la finance, qui serait une sorte de sphère super du capitalisme. Par contre, l'industrie, ce ne serait pas bien. Ni de dire qu'on ne peut pas critiquer l'État d'Israël comme étant un État colonialiste. Mon propos, c'est pas de dire ça. C'est simplement de dire que la manière dont la gauche et l'extrême gauche critiquent l'État d'Israël, parfois, pas tout le temps, souvent quand même, et d'autre part critiquent la finance, est fait d'une manière qui utilise des tropes antisémites. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression, quand on lit des critiques de gauche ou d'extrême gauche du colonialisme israélien, on lit des critiques qui flirtent parfois avec une forme de relativisation ou de négation de la Shoah. Comme par exemple quand on dit, je vais prendre un exemple que je connais bien, sur Radio Libertaire, il existait une émission qui s'appelait Intifada et qui avait fini par adopter comme, disons, présentation l'idée que Gaza était devenu le plus grand camp d'extermination de l'histoire de l'humanité. Là, on est dans le négationnisme, parce que ça veut dire que tout ce qui se passe, alors effectivement, ce qui se passe à Gaza, c'est terrible, c'est effectivement des conditions, disons, qui effectivement sont pas très loin du camp d'internement, effectivement, tel qu'en France on en a connu en 1939, bon, qui sont en tout cas le siège par une armée étrangère, des bombardements fréquents, c'est une situation atroce, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais dire que c'est le plus grand camp de concentration, le plus grand camp d'extermination de l'histoire de l'humanité, là, on tombe clairement dans le négationnisme, puisque il n'y a pas d'extermination, de campagne d'extermination de la population de Gaza qui serait menée systématiquement par l'armée israélienne. Sinon, c'est triste à dire, mais sinon, ça aurait été fait depuis très longtemps, vu les moyens technologiques dont dispose l'armée israélienne. S'ils voulaient vraiment transformer Gaza en un camp d'extermination, il n'y aurait plus personne à Gaza aujourd'hui. Alors, il reste encore quand même, heureusement, pas mal de Gazaouis. Donc, là, on tombe vraiment dans une forme de négation ou de relativisation de la Shoah. Négation dans le sens où finalement, on nie que tout ce qui excède dans ce que l'Allemagne nazie a fait subir aux Juifs, tout ce qui excède ce que aujourd'hui l'armée israélienne fait subir aux habitants de Gaza, qui est malgré tout terrible, il ne s'agit pas de le contester, tout ça, ça n'existe pas. Voire même, finalement, Gaza, c'est pire que Auschwitz. C'est-à-dire que tout ce qui, en réalité, entre guillemets, à Auschwitz, a quand même été pire que Gaza, notamment bon, les chambres à gaz, l'extermination systématique, etc., j'en passe et des meilleurs, voilà, n'a pas existé. Donc effectivement, là, on est typiquement dans une forme de relativisation ou de négation de la Shoah. Voilà, c'est une forme de négation. Il y a d'autres formes de relativisation qu'on trouve dans l'extrême gauche, comme en disant, par exemple, on trouvait ça dans une certaine tradition ultra-gauche, bordiguiste, que finalement, le fascisme, c'est comme la démocratie, que finalement, bon, la Shoah, c'est juste lié à la crise des années 30, c'est l'élimination, c'est un peu lié à la crise de surproduction, c'est une fraction de la petite bourgeoisie qui en élimine une autre. Bon, finalement, c'est classique dans le capitalisme. Là, on n'est pas dans la négation, on est un peu dans la relativisation, genre, ouais, bon, finalement, c'est un peu business as usual, quoi. C'est presque finalement une lutte concurrentielle comme une autre, quoi. Bon, en fait, c'est quand même un petit peu autre chose. Donc ça, c'est un petit peu voilà, le genre de problème qu'on peut retrouver
à gauche et à l'extrême gauche encore aujourd'hui, négation, relativisation de la Shoah. Et puis après, bon, bah, évidemment, l'assimilation des Israéliens aux nazis, qui est d'une certaine manière un peu douteuse, puisque, bon, déjà, historiquement, puisque, bon, effectivement, même si la politique colonialiste de l'État israélien rappelle quand même les pratiques coloniales françaises, il faut bien le dire, pas besoin d'aller chercher jusqu'aux nazis, j'ai envie de dire. Oui. On n'est pas non plus on n'est pas au niveau de ce qu'ont fait subir les nazis aux juifs. Il n'y a pas d'extermination systématique. Donc ça, c'est un autre problème, effectivement. C'est finalement de diaboliser l'État, enfin de critiquer l'État d'Israël comme un peu le juif des nations. C'est-à-dire finalement le pire État-nation, le pire impérialiste, le pire colonialiste. Alors effectivement, bon, l'État d'Israël n'est pas un enfant de cœur, et effectivement, probablement qu'il a une des pratiques coloniales les plus atroces aujourd'hui, mais on peut penser aussi à l'État turc dans sa politique vis-à-vis des Kurdes. On peut penser à plein d'autres États qui oppriment leurs minorités. On peut penser à la manière dont les Rohingyas sont opprimés par l'État birman. Euh, on a l'impression que, bien sûr qu'il faut faire une critique de l'État d'Israël, et bien sûr qu'elle doit être spécifique, parce qu'évidemment, toute forme d'oppression coloniale est spécifique. Mais l'utilisation d'une part de la comparaison avec le nazisme, et d'autre part, l'idée que finalement, ça serait finalement la pire des dominations, que finalement, Israël dominerait le monde, manipulerait complètement le Sénat américain. Bien sûr qu'il y a un lobby israélien à Washington, il ne s'agit pas de dénier son influence, mais de là à dire que les États-Unis sont gouvernés par l'État d'Israël, là on tombe dans l'antisémitisme. Parce qu'en gros, ça veut dire c'est les Juifs qui dominent les États-Unis, qui eux dominent le monde, donc en fait c'est les Juifs qui dominent le monde. Donc on voit bien que dans cet anti-impérialisme, dans cet anticolonialisme, dans cet antisionisme-là, il y a un problème d'antisémitisme. Et puis après, d'autre part, dans l'anticapitalisme, dans le fait de se focaliser sur le problème de la finance, le problème de la mondialisation, et de ne pas voir le problème que tout simplement le capitalisme, c'est de l'exploitation, de la domination de classe, de la concurrence, que la finance, bon, bah, d'une certaine manière, ça fait partie du package, et que les crises financières sont un produit simplement des contradictions, entre guillemets, relativement ordinaires du capitalisme. Ne pas comprendre ça, c'est effectivement tomber dans un type d'anticapitalisme qui peut rapidement glisser dans l'antisémitisme. C'est pour ça d'ailleurs que le conspirationnisme d'extrême gauche a des fortes affinités quand même avec l'antisémitisme, dans le sens où, bon, effectivement, on remplace oligarchie mondiale par juifs, qui fomenteraient les crises financières, la mondialisation, la dette, etc. Et bingo, on a une critique antisémite. Donc, c'est pas pour dire que l'extrême gauche ou la gauche aujourd'hui serait intrinsèquement antisémite, ni que toute critique de la finance ou de l'État d'Israël serait intrinsèquement antisémite, c'est pas du tout ce que je dis. Simplement, il y a des manières de formuler ces critiques de la finance d'une part et de l'État d'Israël d'autre part qui sont, elles, par contre, tendanciellement ou même carrément antisémites. Ok. Ok, et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui a rappelé qu'on n'oublie pas Proudhon, qui lui aussi était l'une des pires raclures antisémites de l'extrême gauche dans son histoire. Voilà. Il y a... oui, faut pas oublier ça. Et puis il me semble que Bakounine aussi a eu des trucs, a eu des propos malheureux, et même Marx a écrit un bouquin qui s'appelle La question juive. Je l'ai pas lu et je souhaite pas le lire, mais il me semble qu'il est pas non plus très clair là-dessus. Non, voilà. Bon, après, si je peux me permettre tout simplement de réagir juste là-dessus. Vas-y. Alors, Proudhon était un antisémite forcené. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est pas du tout pour l'excuser, mais c'est que, contrairement à sa misogynie qu'il a étalée de manière crasse sur 600 pages, son antisémitisme, tout aussi crasse et un peu extermissionniste, par contre, n'ont jamais été publiés. Disons qu'il y avait un fond antisémite dans le proudhonisme, mais disons que ça n'a jamais fait l'objet, disons, de publications à part entière, etc. Bakounine, c'est un peu pareil. C'est quand même beaucoup dans sa correspondance privée qu'il était... Enfin, Bakounine a été clair. Enfin, oui, il était antisémite, clairement. Mais on ne peut pas dire non plus que c'était, disons, comme d'autres figures de l'extrême gauche plus tard, qui parfois vireront à l'extrême droite, ils ont une sorte d'antisémite forcené et tout ça. Je dis pas ça pour l'excuser, je dis simplement ça pour resituer dans le contexte. Par contre, clairement, il avait une sorte de matrice antisémite. Et on peut dire la même chose de Proudhon, qui, dans son espèce d'utopie petite bourgeoise débarrassée du crédit,
et de la finance, bon, effectivement, on peut dire qu'il y avait quand même un petit peu une forme d'anticapitalisme qui pouvait virer à l'antisémitisme assez facilement. Et après, pour Marx, bon, la question est un petit peu compliquée. C'est-à-dire que globalement, il avait des très bonnes intentions sur la question juive. C'est-à-dire globalement de dire, bon, en fait, finalement, le problème de l'antisémitisme, c'est le fait que les juifs sont associés à l'argent. Et donc, si on abolit l'argent, alors là, j'y vais vraiment à gros traits et tout ça, hein, mais si on abolit l'argent, boum, on résout le problème de l'antisémitisme, parce qu'il répondait en gros à un autre philosophe allemand qui disait, en fait, le problème des juifs, c'est un problème théologique, et donc si les juifs se convertissent au christianisme, bingo, il n'y a plus de problème d'antisémitisme. Marx dit non, en fait, il faut abolir l'argent, parce que comme les juifs sont associés à l'argent, et ben du coup, si on abolit l'argent, du coup, on abolit, entre guillemets, la base matérielle, entre guillemets, du juif, entre guillemets, et donc la base matérielle de l'antisémitisme. Sauf qu'en faisant ça, du coup, il est obligé de baser sa démonstration quoi qu'en soit ses intentions entre guillemets généreuses, sur un trope antisémite qui sont que les juifs sont intrinsèquement liés, sont liés à l'argent. Bon, même si lui, il disait que c'était pas complètement intrinsèquement lié, mais enfin, globalement, il reprend des tropes antisémites. Bon, après, par ailleurs, il avait aussi, dans sa correspondance, des tropes antisémites très forts contre notamment les gens à qui il devait de l'argent. Puisque Marx était un très très mauvais gestionnaire d'argent, et donc il empruntait de l'argent, notamment à des juifs, et quand il se plaignait de ses prêteurs d'argent à Engels, et à d'autres d'ailleurs, souvent c'était de manière antisémite. Voilà, pour faire un petit point exhaustif sur l'antisémitisme de ces trois figures centrales du mouvement révolutionnaire du 19e siècle. Après, il y a plein d'autres gens qui se sont mis à dénoncer l'antisémitisme dans leurs figures favoris. Donc il y a Kropotkin, il y a les bolcheviks. Bon voilà, je pense qu'on va pas perdre notre temps à faire la liste des gens qui ont été antisémites par le passé. Voilà, ça serait une perte de temps. Et puis on le sait qu'il y a de l'antisémitisme un peu partout. Voilà. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui envoie un lien. Je savais pas qu'on pouvait envoyer des liens sur mon chat. Revuepériode.net, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça me dit quelque chose. La revue Période, c'est une revue. Alors, peut-être que c'est l'article sur les bolcheviks et l'antisémitisme. Oui, Organisation des Juifs et bolchevisme, l'antisémitisme dans la Révolution russe, de Brendan McGiver. Ouais, qui a écrit un livre là-dessus. Je l'ai pas lu, mais je sais que des gens qui connaissent bien la question m'ont dit que c'était assez intéressant. D'accord, bon bah je mettrai de côté, merci pour le lien. Bah du coup c'est l'occasion de terminer sur les autres choses qu'on peut voir après l'émission. Donc il y a quelqu'un qui a recommandé le livre de Jacques Semelin, une énigme française, et un nom d'auteur, Laurent Joly. Est-ce que toi tu connais? Moi je sais pas du tout ce que c'est. Oui, Laurent Joly, c'est en gros un peu l'historien de référence aujourd'hui sur la participation de Vichy dans l'extermination des Juifs en France. Ah. Et Jacques Semelin, lui, il a plutôt... Enfin, bon, c'est pas ce livre-là qui est cité, mais Jacques Semelin, c'est un historien, lui qui a beaucoup travaillé sur comment est-ce que les Juifs se sont sauvés, entre guillemets, quoi. Donc toutes les stratégies et les tactiques qu'ils ont utilisées pour survivre pendant la Shoah, quoi, en France. D'accord. Voilà. D'accord. Et évidemment, il y a quelqu'un qui a cité l'émission Sortir du capitalisme, qui dit ça faut vraiment le détour. Donc voilà, un petit clin d'œil au passage. Et tu avais parlé du site Golema. Et donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors, de ce que j'en comprends, donc c'est un site qui est lié au RAR, du coup, l'association que j'ai déjà mentionnée, et qui globalement, c'est un très bon site. Bon, j'invite aussi à aller évidemment consulter ce que font sur les réseaux sociaux et sur leur site Juives Vénère, et aussi, tu les as déjà cités, Juives et Juifs révolutionnaires. Et puis, on peut aussi citer donc voilà Golema, qui est un site plus ou moins lié au RAR et qui fait un très bon travail, disons, sur l'antisémitisme aujourd'hui. Notamment, ce que j'ai pu dire sur Mélenchon, c'est inspiré d'une publication récente là-dessus qui est très intéressante. Et puis voilà, on trouve là-dessus, sur ce site, voilà, sur Golema, du coup, un certain nombre de ressources. Voilà, c'est un peu, disons, on va dire, le site de référence, disons, d'extrême gauche, fait globalement par des camarades anarchistes, ultra-gauche, etc., sur le sujet. Alors, l'article n'est pas encore en ligne, mais il sera bientôt dans les prochains jours, mais je pense que je vais dire plutôt prochaine semaine. Il sera bientôt en lien sur le site, puisque là, on arrive un peu au bout du stock. Bon, en fait, l'article est prêt à être publié, mais il y a une sorte d'inertie bien connue de tous les collectifs qui fait qu'il n'est pas encore en ligne, mais il sera bientôt publié. Sinon,
La revue doit être encore trouvable dans quelques librairies. On peut trouver sur le site stuff.fr l'adresse de ces librairies. Voilà, mais effectivement, sinon, bon, bah, il y a l'interview dans Sortir du capitalisme qui approfondit d'autres aspects, mais c'est vrai qu'effectivement, l'article étant quand même assez dense et tout ça, c'est vrai que si on veut vraiment se plonger, il faut lire l'article. Donc on pourra le lire dans quelques semaines, quelques jours, donc en ligne, et sinon, bah, en attendant, il y a toujours les bonnes vieilles revues papier. D'accord, ça marche. Que vous pouvez commander sur le site Stuff, je crois, que j'ai mis en lien dans le chat. C'est ça. Et bah, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, malgré nos 2 coupures en plein milieu. Il me semble qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Oui, je pense qu'on a fait un bon tour. Bon, évidemment, pour approfondir, du coup, il faut un peu lire l'article. Et puis, bon, les autres références hein, qu'on a citées. Mais bon, disons que là, il y a quand même un peu, disons, on a posé quelques bases, disons, pour penser un peu l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, quoi. D'accord. Notamment dans nos milieux. Ça marche. Bah, du coup, bah, merci. Je vois que le chat n'a plus de questions ni de remarques à faire. Donc, du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Et bah, à la prochaine. Merci beaucoup en tout cas, et merci du coup à celles et ceux qui ont posé leurs questions sur ce sujet pas facile à traiter. D'accord. Au revoir.